Bonjour, donc on va commencer, on ne va pas attendre les retardataires. Je vais vous parler un peu de temps de chargement aujourd'hui et quel impact ça a sur un site web et vous donner des exemples concrets de ce qu'on fait chez Fastorize avec certains de nos clients. Donc je vais me présenter, je suis l'ancien CTO de Rue du Commerce, donc j'ai passé 10 ans chez ruducommerce.com. Et une de mes missions chez Rue du Commerce, c'était de faire en sorte que le site soit le plus rapide possible, entre autres. On peut voir le résultat sur ce classement fait par le Journal du Net à Noël 2010. On voit qu'on était premier en termes de performance et de loin. Alors pourquoi c'est important d'abord ce que je fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai créé Fastorize il y a 3 ans. Fastorize, c'est quoi? C'est un accélérateur de site web. L'objectif est simple, c'est de diviser les temps de chargement par 2. On est leader européen de ce qu'on appelle le FIO, Front-End Optimization. C'est un terme barbare pour dire qu'on accélère les sites web. C'est facile d'être leader européen, il n'y a pas de concurrents, tout simplement. En Europe, il n'y a que des concurrents aux US. Aujourd'hui, on traite plus de 100 millions de pages vues par mois et on rajoute régulièrement 10, 20, 30, 50 millions. Donc ça augmente. On optimise des sites web sur tous les coins de la planète. Donc autant en Europe, en Asie qu'en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, au Brésil, en Inde, etc. Et notre solution, quelque peu innovante, a reçu de nombreux prix, donc notamment le BG, on a été distingué par SFR, la ville de Paris, etc. On a un certain nombre de clients qui sont de toutes les tailles, on a des gros, des petits, des moyens, dont on ne peut pas citer le nom, et j'aurais bien aimé le citer, mais je ne peux pas, peu importe. Alors, vous connaissez tous ce 100 millisecondes, enfin j'espère que vous connaissez tous ce 100 millisecondes égale à 1% de CA en moins. C'est une statistique sortie par Amazon il y a longtemps maintenant. Moi, elle me sort par les yeux cette statistique parce que elle est pas très réaliste. Elle n'est pas très réaliste, elle est pas adaptée aujourd'hui à nos sites web. Elle est propre à Amazon, elle est propre à Amazon dans son contexte. Et finalement, elle n'est pas très représentative de ce que les e-commerçants vivent. On a fait des tonnes d'autres études sur le temps de chargement. Donc on a par exemple 50% des visiteurs quittent un site de e-commerce s'il met plus de 4 secondes à s'afficher. Donc on a fait des tonnes d'études. Des tonnes de sondages. Alors si on vous demande est-ce que vous préférez un site rapide ou un site lent, bah, vous avez de fortes chances qu'on vous réponde que vous préférez un site rapide. Donc ça c'est sympa, mais ça répond pas à la vraie question, mais c'est quoi l'impact du temps de chargement? Alors avant ça, des études, il y en a vraiment beaucoup. Donc vous allez en trouver beaucoup. Mais donc Google, Amazon, Yahoo ont fait des études, mais finalement, il n'y a pas besoin de ces études pour savoir que le temps c'est de l'argent. Vous vous en doutez bien. Et que faire attendre ces consommateurs, c'est vraiment pas la meilleure des choses à faire. Donc nous, on voulait aller plus loin que ces études. Parce que on avait envie de montrer l'impact de la web perf, mais de l'impact positif. Qu'est-ce qui se passe quand on accélère un site web? Pas qu'est-ce qui se passe quand on le ralentit, parce que quand on le ralentit, globalement, on se doute bien qu'on va perdre des clients. Mais qu'est-ce qui se passe quand on l'accélère? Donc on a fait des témoignages clients, mais ce n'est pas des témoignages clients auxquels vous vous attendez.
Est-ce que ça va marcher? C'est parfois long à charger, ça prend du temps, limite le temps d'aller faire un thé ou un café, quoi. Certains sites, oui, sont extrêmement lents. Ça dépend des sites, mais généralement c'est très lent. Un site internet trop lent, je zappe. Un site internet qui serait trop lent, il n'est pas optimisé ni prévu pour les utilisateurs. J'ai la 4G, mais j'ai pas vraiment vu la différence. Bon, vous avez compris. Tout le monde constate que les sites sont lents. Sont lents ou sont pas assez rapides. Et ça dépend des conditions. Hein. Quand vous surfez toute la journée sur le même site, votre site il est assez rapide. Mais quand vous êtes en 3G dans le métro ou en Edge dans le métro, c'est plus la même histoire. Alors on a commencé par emprunter des études à des amis, donc nos amis de Cedexis. Et donc ça, c'est une étude qui a été faite sur un très grand groupe de e-commerce français, dont je ne peux pas citer le nom. Et cette courbe, elle est très intéressante à plusieurs titres. Donc cette courbe, c'est le taux de transformation en fonction du temps de chargement. Alors c'est en vert, le temps de chargement, la distribution du temps de chargement. Alors c'est un peu technique, mais distribution, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. En gros, vous avez à peu près 5000 personnes qui chargent le site à 5 secondes et vous en avez 1000 qui chargent à 17 secondes. Et voilà, on répartit tous les utilisateurs dans tous ces temps de chargement. Et donc on voit que bon, la majorité des utilisateurs chargent le site à environ 4 secondes. Mais il y en a quand même un paquet qui charge à 17 secondes. Et encore, on a coupé la courbe, hein, parce qu'elle va jusqu'à 30, 40 secondes. Il y a des utilisateurs qui attendent 40 ou 50 secondes pour qu'un site se charge. Et on voit en rouge le taux de conversion. Et c'est magique. Vous constatez que plus un utilisateur charge son site rapidement, plus le taux de conversion augmente. C'est bien, c'est un premier pas, c'est-à-dire qu'on a démontré, on n'a pas fait une étude dans la rue, on n'a pas fait un sondage, on a montré que vraisemblablement le temps de chargement a un impact sur le taux de conversion. Alors je vais quand même revenir sur cette courbe parce qu'elle est importante, on la croise souvent quand on fait des études sur le temps de chargement. Cette courbe-là, c'est pas une gaussienne. Alors, désolé pour le terme un peu technique, mais en gros, vous allez comprendre, c'est une courbe qui a une longue traîne. Ça, longue traîne, je pense que ça vous parle plus. Ce qui veut dire que la moyenne, elle n'a pas beaucoup d'importance. Parce que la moyenne, elle va se trouver aux alentours de 10 secondes. Et puis, quand la courbe va varier, la moyenne, elle va pas varier beaucoup. Ce qui compte dans ce genre de courbe, c'est les percentiles, et plus particulièrement la médiane. Donc la médiane, c'est la valeur pour laquelle il y a 50% des gens qui sont en dessous. Par exemple, la médiane, elle est à peu près ici à 6 secondes. C'est-à-dire qu'il y a 6 secondes, il y a 50% des gens qui chargent le site en moins de 6 secondes. Et 50% des gens qui chargent le site en plus de 6 secondes, bien sûr. Alors, donc c'est très bien, mais ça, c'est pas nos études. Donc on a essayé de montrer ça avec nos clients. Un client dans la mode, un retailer dans la mode qui a utilisé Fastorize. Et qu'est-ce qu'on montre? On montre la même chose. Globalement, vous retrouvez la distribution, c'est pas les mêmes couleurs, mais la distribution en gris des temps de chargement, et vous voyez que le taux de conversion évolue en fonction du temps de chargement. Donc c'est magique. On retrouve les mêmes résultats avec nos études. Donc ça doit y avoir du vrai. On voit quand même quelqu'un qui charge le site à une seconde, un taux de conversion de 1,26%, quand celui qui charge à 4 secondes est moitié moins. Première remarque, on voit que la pente, elle est très, très importante au début de la courbe sur le taux de conversion. Par contre, à la suite, il y a des petites variations, puis ça ne bouge pas beaucoup. Donc on peut déjà deviner que pour qu'il y ait un effet, il faut vraiment accélérer le site. Si je passe de 12 secondes à 10 secondes, vraisemblablement, je ne verrai pas grand-chose. On a été plus loin que le taux de conversion parce qu'on peut mesurer des tonnes de métriques. Et la métrique suivante qu'on a mesurée, c'est le nombre de pages vues. Donc toujours le même site. Donc là, c'est engagement, c'est le nombre de pages vues par visite. Et là aussi, on retrouve la même courbe. Même type de courbe,
Donc un utilisateur qui charge à 1 seconde va faire 8 pages vues par visite. Quand un utilisateur qui charge qui a un temps de chargement de 4 secondes va en faire 5. Donc on a un vrai impact, et là aussi on voit que la pente de la courbe est beaucoup plus importante au début qu'à la fin. Et donc passer de 14 à 12 secondes, on pense on imagine que ça ne va pas être très important. Dernier indicateur que je vous présenterai, c'est le taux de rebond, le fameux taux de rebond. Alors hier j'ai lu que le taux de rebond était mort et qu'il fallait plus s'en occuper. Bon, pourquoi pas. Alors le taux de rebond, il est là. Alors on retrouve la distribution des temps de chargement. Et le taux de rebond, en fait, il n'a pas du tout la même courbe, puisque lui, on s'attend à ce qu'il descende quand il diminue, quand un site va plus vite. Mais ce qu'on voit tout de suite, enfin en tout cas moi ça me frappe, c'est que le taux de rebond diminue, la pente de la courbe est beaucoup plus douce. C'est-à-dire que pour passer de 38% à 23%, il faut passer de 20 secondes à 2 secondes. Il faut diviser par 10 le temps de chargement. Et ce qu'on remarque aussi, c'est la courbe là au tout début, elle remonte. Alors on ne sait pas si c'est un artefact dû aux mesures ou est-ce que c'est un vrai effet. Est-ce que vraiment le taux de rebond est très important quand l'utilisateur va très vite, peut-être qu'il découvre très vite le contenu. Enfin, bon, bref. À mon sens, quand on arrive dans ces eaux-là, dans le haut de la distribution, je pense que finalement le site est assez rapide et on donne la prévalence au contenu plus qu'au temps de chargement, plus qu'à l'expérience utilisateur. Donc c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas beaucoup d'impact sur le taux de rebond quand on est au tout début de la courbe. Et nous, on a constaté, donc ça c'est le même client qui fait du retail. On a un site d'abonnement un site de vente d'abonnement en ligne, et on a constaté que les taux de rebond en fait fluctuaient. Et en fait, vraisemblablement, on bouge dans le creux de la courbe du taux de rebond. Donc en fait, on n'est pas forcément, on n'améliore pas forcément le taux de rebond. Bon, ça c'est très bien. C'est des belles courbes, on peut en tirer certaines conclusions, mais ça ne nous donne pas l'impact de l'accélération d'un site web. Ce que ça nous dit, c'est si jamais j'arrive à aplatir ma courbe de distribution un peu à gauche, peut-être je vais avoir un meilleur taux de conversion. Peut-être j'aurai plus d'utilisateurs qui ont un meilleur taux de conversion. Si j'ai un utilisateur qui il charge à 2 secondes au lieu de 4 secondes, il y aura un meilleur taux de conversion. C'est ça que ça me dit. Mais ça ne dit pas qu'est-ce qui se passe quand j'accélère. Et pour dire qu'est-ce qui se passe quand j'accélère, il n'y a pas 36 000 façons. Il faut faire du test AB. Donc aujourd'hui, je ne vous présente pas le test AB, mais c'est essentiel pour démontrer l'impact de quelques variables que ce soit sur un site web. Donc on a fait des tests AB avec Fastorize. Voilà. Donc on a commencé par mesurer des temps de chargement. Donc c'est des millisecondes qu'on voit à gauche. C'est un site de cosmétiques, qui vend en ligne. Alors vous pouvez vous dire, il n'y a pas beaucoup de logos sur ces présentations, sur ces études. C'est que je n'ai pas le droit de communiquer sur le fait qu'on accélère un site. Peut-être que c'est mal perçu. Peut-être non. C'est un cas réel. Donc on a branché pendant, là c'est 3 mois à peu près. Ça représente 3 mois de temps de chargement avec et sans Fastorize. Et donc on voit qu'on améliore le temps de chargement de 30 à 40%. 30% en temps normal. Et puis 40% quand il y a des pics de charge. On voit ces montagnes, là, ces 3 ventes privées qu'il a fait sur 3 semaines. Et là, on voit clairement que Fastorize a un impact. On a rasé les montagnes, on a fait des petites collines. Et donc, on a une solution, mais à la limite, c'est pas Fastorize. C'est quand on améliore ces temps de chargement, quand on cache les pages, on encaisse mieux les pics de charge parce que le serveur a moins de travail à fournir et donc il peut prendre plus de monde à la fois. Donc ça, c'est de la mesure technique et on a voulu aller plus loin. On progresse.
Et on a fait des tests AB, mais business. Et là, on a fait des tests AB, donc c'est un site, oui, c'est le site de vente d'abonnement en ligne. Donc là, on a montré. Alors, comment ça marche? On va séparer les utilisateurs A fastorisés et les utilisateurs B non fastorisés. On va remonter cette information dans la page HTML, l'inclure dans une custom variable de Google Analytics, remonter ça dans Google Analytics et en faire une segmentation. Et donc, dans Google Analytics, on voit apparaître la segmentation avec et sans Fastorize. Et ensuite, c'est très simple de mesurer toutes les KPI que vous avez l'habitude de mesurer avec et sans Fastorize, avec et sans optimisation. Et donc, vous pouvez voir l'impact sur le taux de transfo, sur toutes les métriques que vous avez l'habitude d'utiliser. Et là, c'est quoi? Ok. Petit problème, c'était pas ça qui devait apparaître. Ah, vous êtes content de voir Fast Dim, super. C'est le 7,45 versus 5,98 qui devait apparaître. Merci PowerPoint, je hais ce truc. Donc 7,45 versus 5,98, c'est un taux de transfo pas forcément très classique. Peu importe, ce qu'il faut regarder, c'est les plus 24% d'augmentation. Plus 24% d'augmentation sur le taux de transfo sur un mois. On a juste branché Fastorize. On n'a pas fait de développement, etc. Sur mobile, ça donne quoi? Sur mobile, j'aurais tendance à dire, c'est la même chose. Et même, c'est même pire ou même mieux qu'aujourd'hui, on est passé de 0,61% de taux de transfo à 1,79%. Ça représente combien à votre avis? 193% d'augmentation du taux de transfo sur le mobile. 193%. Je vous le remonte, 193%. On a triplé le taux de transformation. Alors, les tests AB, c'est compliqué. Enfin, c'est pas trivial. C'est pas trivial parce que il faut faire attention aux conditions dans lesquelles on le fait. Donc, on mesure des optimisés versus des non optimisés. 2, ça paraît évident, mais chacun doit rester dans sa population. C'est pas si évident que ça à faire. Ça nécessite du temps. Ça nécessite du temps pour 2 raisons. Première raison, la taille de l'échantillon. C'est bête, mais si vous faites que 500 000 pages vues par mois, ça va vous prendre plus de temps de mesurer une augmentation de 10% sur un taux de transfo de départ de 1%. Ça va vous prendre 2 mois ou 3 mois peut-être. Parce que, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule des taux de confiance quand on fait ces tests AB. Si on mesure 10% sur 1%, on sait qu'il faut un échantillon d'une telle taille. Et nous, on s'astreint à faire ces tests, ce qu'on appelle test du Ki2, pour chacun de nos clients, de vérifier que la variation qu'on constate, elle est bien due à Fastorize et pas due à une variation aléatoire dans l'échantillon. Ça nécessite du temps pour une deuxième raison, parce qu'en fait, ces tests-là démarrent avec une certaine inertie. Je m'explique. On va brancher Fastorize, on va optimiser le site, et finalement, on va mettre dans la population des optimisés des gens qui n'étaient pas optimisés et qui avaient déjà commencé une session sur le site. D'accord? Donc, ils ont eu une expérience à moitié non optimisée et à moitié optimisée. Donc, en fait, il faut laisser du temps au test AB de démarrer pour qu'on soit sûr que tous les gens qui soient optimisés soient bien des gens qui arrivent pour la première fois. Donc, en fait, ça dépend de votre cycle d'achat. Est-ce que le client il a l'habitude de venir une première fois, puis une semaine plus tard, il finalise son achat, ou bien ça dure 2 semaines, ou bien ça dure 2 jours. Ça dépend de votre cycle d'achat. Mais en tout cas, il ne faut pas regarder la première semaine. Les résultats sont faussés. Donc c'est pour ça aussi que c'est lié à chacun doit rester dans sa population. C'est que ce n'est pas évident aussi de prendre ces non optimisés. Il faut bien les garder dans les optimisés. Comment ça se passe? C'est la seule modification qu'on demande si on veut faire un test AB, c'est rajouter une ligne de custom var dans le tag Google Analytics.
Ça marche pour, je cite Google Analytics, mais ça marche pour tous les analytics, Eulerian, Core Metrics, que sais-je, enfin, peu importe. Ça marche pour tous les types d'analytics. Est-ce que ça a d'autres impacts, le temps de chargement? Oui, ça a d'autres impacts. Ça a des impacts sur énormément de choses, mais en tout cas, pas sur la durée de la session. Alors, je ne sais pas si vous mesurez cet indicateur, mais ça n'a pas d'impact sur la durée de la session. En tout cas, ce qu'on constate, nous, dans nos études, c'est que ça n'a pas d'impact. Et en fait, ça se comprend aisément. Chaque utilisateur va charger plus rapidement la page, mais va faire plus de pages par visite. Donc, l'un dans l'autre, finalement, ça va s'équilibrer. Donc, ce qu'on constate, c'est globalement que la durée de la session, elle a un peu tendance à diminuer, mais bon, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Le panier moyen, on constate des augmentations de panier moyen, mais ça dépend, le montant bien sûr absolu dépend d'où on part. Globalement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une augmentation du panier moyen de 4%, il me semble que c'est à peu près ça. En tout cas, sur le site d'abonnement en ligne, c'était 4%. Et puis sur le retailer, j'ai plus les chiffres en tête. Ça a un impact sur le SEO. Alors, grand débat, l'impact sur le SEO. Est-ce que le temps de chargement a un impact sur le SEO? On s'est beaucoup posé la question, on a beaucoup creusé la littérature, on a testé. Et en fait, ça dépend tellement de paramètres, le SEO. Et le temps de chargement est un de ces paramètres. Ce qu'on sait, c'est que Google tient compte de deux temps. Le temps de réponse de votre serveur et le temps de chargement global de la page perçu par les utilisateurs. Ces deux temps-là n'ont pas le même impact. C'est-à-dire qu'il vaut mieux travailler pour le référencement naturel d'abord son temps de réponse serveur. Il faut que vos serveurs crachent la page HTML le plus rapidement possible pour que Google la crawl le plus rapidement possible. Point. Mais le temps de chargement global a aussi un impact quand vous avez fait ce premier travail. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, le temps de chargement a un impact selon l'environnement concurrentiel. Donc en fait, Google définit des seuils et selon que vous passez l'un ou l'autre de ces seuils, et ces seuils sont définis en fonction de la concurrence, vous allez avoir un impact sur le SEO. Si vous passez de 14 secondes à 12 secondes, vous verrez zéro impact. Voilà. Par contre, si vous passez de 14 secondes à 8 secondes et que tous vos concurrents sont à 10, vous verrez un impact. Donc c'est compliqué à mesurer. En plus, on ne peut pas faire test AB. Donc moi, je suis un peu déçu. J'aime bien cette notion de prouver, démontrer qu'on a un impact. Là, on ne peut pas faire de test AB. Tout ce qu'on montre, c'est une augmentation du nombre de pages crawlées. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que le poids on voit le nombre de kilooctets téléchargés par le robot Google, donc Google Webmaster Tools. Ça, il ne bouge pas. Il a plutôt tendance à descendre parce qu'on diminue le poids de la page. Et le nombre de pages crawlées, il augmente. Il n'augmente pas tout de suite. Parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais Google, il est un peu pernicieux. Quand vous faites une modif sur votre site, il commence par faire descendre un peu votre référencement. Puis après, il vous fait remonter si vous touchez à rien. Parce qu'en fait, c'est pour juste détecter est-ce que vous avez fait une optimisation spécifique pour le SEO. Parce que si vous voyez descendre et que vous avez fait une optimisation spécifique, vous dites « Oh là, il faut vite que je revienne en arrière ». Ben là, vous allez rester pénalisé. Point. Donc nous, on voit souvent cette courbe. Hein. On voit le nombre de pages crawlées qui diminue au moment où on branche, puis après ça fait plus 30%. Ça a un impact sur le SIM. Sur le SIM, pourquoi? Parce que le temps de chargement est un élément du quality score. Donc on ne sait pas dans quelle mesure, et aujourd'hui on n'a pas fait de test AB. On va démarrer des tests AB pour faire des campagnes avec et sans Fastorize, donc même mots-clés, mais qui tombent sur des landing pages optimisées ou non optimisées pour voir l'impact. Et on pense que ça a un impact fort. En tout cas, si ça a un impact, ça permet soit à budget égal de faire plus d'impressions, soit de réduire son budget. Donc, quand je vois ce qu'on me raconte sur les budgets dépensés chez Google, je me dis qu'il y a un gisement de ROI là-dedans, c'est impressionnant. C'est un impact bien sûr sur la navigation mobile. Voilà, c'est plus rapide, c'est plus percutant. C'est un impact sur les pics de charge, vous l'avez vu. Et c'est un impact sur les abandons de panier aussi. C'est-à-dire qu'un site qui est lent va, au moment critique
où l'utilisateur veut acheter. Si le site met 3 heures à répondre, de dire ok, j'ai pas confiance, je m'en vais. Bon, ok, vous avez compris, on a montré, c'est un impact, c'est super. Mais comment je fais? Et puis pourquoi? Pourquoi ça a un impact? Et pourquoi je dois encore accélérer? Pourquoi je dois m'en occuper? On aurait tendance à croire qu'on a de la 4G, on a de la fibre optique, bon voilà, on a des super tuyaux, et donc ça résout tout. Eh ben non, ça résout pas tout. Ça résout pas tout, premièrement, parce que ce qu'on vous vend, c'est la largeur des tuyaux. Hein, on vend de la 4G avec des tuyaux plus gros, de la fibre optique avec des tuyaux plus gros. C'est pas ça qui compte. La largeur des tuyaux, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est la longueur du tuyau. Parce que quoi qu'il arrive, l'objet, il va falloir aller le chercher à l'autre bout, sur le serveur. Donc vous avez un gros tuyau, bon, vous allez aller le ramener peut-être plus vite, un peu plus vite et encore. Mais c'est pas le. En fait, la 4G et la fibre optique, elle a une importance quand on fait du très haut débit, quand on fait de la vidéo, quand on fait du téléchargement, etc. Mais quand on surfe sur un site web, on voit pas beaucoup de différence. Et puis, il y a un deuxième chose, c'est que les sites web, ils sont de plus en plus complexes et de plus en plus gros. Et nous, on le voit, hein. On fait, je sais plus, on a combien? On a 2500 ou 3000 tests de sites web sur notre plateforme. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, les sites, aujourd'hui, on croise régulièrement des sites de 2 mégas, 3 mégas, 4 mégas. On fait des tests pour le journal du net. Et un très grand comment dire, supermarché, hypermarché, a une home qui pèse 7 mégas. Moi je dis, faut en vouloir pour quand même télécharger une home de 7 mégas. Donc les pages, elles sont de plus en plus complexes. Il y a des pages qui pèsent 150, enfin 2 ou 3 mégas avec 150 objets. Et puis, on rajoute des tonnes de widgets. Donc on rajoute des Twitter, des iAdvice, j'ai rien contre iAdvice, pardon. On rajoute des tonnes de widgets qui vont ralentir aussi le chargement de la page. Alors heureusement, il y a des solutions qui commencent à apparaître de tag management qui permettent de regrouper un peu ces widgets, ou en tout cas ces tags, mais c'est pas forcément la panacée. Donc vous êtes dans un environnement quand même qui est un peu complexe, mais bon, c'est pas grave, c'est facile. Hein, il suffit pour avoir un site rapide, il suffit de gérer tout ça. Hein, donc il faut gérer l'hébergement, donc avoir des serveurs rapides, les réseaux, les 30 règles qu'il faut appliquer en permanence sur son site web pour être au top de la performance web. Il faut tenir compte de tous les devices, de tous les desktop, mobile, tablette. Est-ce que je fais du cache? Est-ce que je m'occupe de tel FAI ou pas tel FAI? Enfin, j'imagine que vous n'en êtes pas là. Est-ce que je mets un CDN ou pas de CDN? Enfin bref, il faut gérer tout ça. Donc non, finalement, c'est pas si simple que ça. Et c'est pour ça que là, on arrive au bout de à peu près une demi-heure à présenter notre offre qui est assez simple. Donc c'est une optimisation du temps de chargement des sites web en temps réel, de manière industrielle et automatisée, qui concerne tous les supports, desktop, mobile, tablette. Donc on fait même des optimisations différenciées suivant les supports. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une mise en place software as a service. Donc il n'y a pas de modification de code, pas de modification d'infrastructure. D'accord ? On ne va pas rentrer dans le code du site web. Et puis on ne va pas injecter, on ne va pas mettre un boîtier dans le site web. On fait de l'accompagnement, de l'expertise et du conseil pour nos clients. Et comment les clients nous utilisent? Ils nous utilisent pour 3 cas. D'abord pour améliorer les temps de chargement, ça semble un peu normal. Et ça a un impact sur le taux de transfo, sur le RefNat, sur le nombre de pages vues par visite. Mais aussi, beaucoup, pour absorber les pics de charge. Donc notamment tout ce qui est solde, passage télé et vente privée. Tout simplement parce qu'on permet d'absorber plus facilement la charge. On ne va pas remplacer votre base de données, hein, mais en tout cas, on permet d'absorber plus facilement la charge. Et puis le troisième cas d'usage, c'est quand on veut s'internationaliser. On a un site français, on veut ouvrir rapidement à l'Europe, on ne sait pas bien comment faire. Est-ce que je change d'hébergeur ou pas? Est-ce que il y a plein
de problématiques liées à l'internationalisation, j'en parle pas, mais en tout cas en termes de temps de chargement, temps perçu par les utilisateurs, comment je fais? En fait, on vient nous voir pour mettre en place ce qu'on appelle du CDN ou du multi-CDN, et donc on va nous choisir le CDN ou le multi-CDN qu'on va mettre en place sur les sites à l'international. Donc ça concerne l'Asie, le Brésil, la Turquie, des pays où il y a une croissance forte, qui ont des infrastructures un peu complexes, qui n'ont pas suivi la même croissance. Et nous, on a des partenaires qui sont présents dans ces pays qui permettent d'accélérer le chargement des sites web. Comment ça marche? C'est assez simple, c'est une sorte de proxy dans le cloud. Donc, vous voyez, symbolisé par un petit moteur qui est caché dans un nuage. C'est assez simple. Le navigateur envoie une requête. On intercepte la requête. On prend cette requête, on l'envoie au serveur d'origine. On récupère le contenu. On applique toutes les règles dont je vous parlerai juste après. Et puis, une fois qu'on a appliqué toutes les règles, on renvoie le contenu optimisé, et ça en temps réel au navigateur. Alors, ça prend 2 minutes ou 1 minute 30 secondes quand j'en parle. Ça prend 50 millisecondes sur la plateforme. Alors, comment ça marche? Allons plus loin. Et là, on va rentrer un peu dans le dur. C'est un peu technique. Et mon schéma a une qualité dégueulasse. Merci PowerPoint. Alors ça, c'est mon ami le waterfall. Le waterfall, c'est quoi? C'est la représentation du chargement des éléments par le navigateur au cours du temps. Donc, en gros, un navigateur, il va charger un premier élément, c'est la page HTML, puis après, il va lire la page HTML et il va se rendre compte qu'il a plein d'éléments à charger. Tous les éléments qu'on voit là. Et ce qui fait qu'au final, le temps de chargement, il est ici et il n'est pas ici parce que tous ces éléments, ils ne sont pas instantanés à télécharger. On voit la grande barre bleue, là, c'est une grosse image qu'il faut télécharger, ça prend du temps. Alors, nous, on y fait quoi sur ce alors, juste un mot, le temps de chargement de la page HTML, ça représente 10% sur le temps total. Donc c'est pour ça que nous, on intervient sur les 90% restants, parce qu'on pense qu'on a un peu plus d'impact que sur les 10%. Comment ça marche? Comment on va transformer ce waterfall pour en faire un super baby waterfall? Alors, premièrement, on va réduire le poids de chaque objet. On fait de la compression de texte, de la compression d'image, on fait tout ce qu'on peut. On élimine tout ce qui est superflu. On met votre site web au régime. Et toutes les petites barres bleues, les grandes barres bleues, là, elles deviennent des petites barres bleues. Donc mécaniquement, on réduit le waterfall dans le sens de la largeur. Mécaniquement, on va plus vite. On fait moins de requêtes. Alors comment on fait moins de requêtes? On va couper le waterfall. Alors comment on coupe le waterfall? Je prends un exemple très simple. On fait ce qu'on appelle du lazy loading. Lazy loading, ça veut dire charger les images seulement au-dessus de la ligne de flottaison. Et puis un peu en dessous. Et puis quand on scrolle, les images apparaissent. Mais quand vous avez une très longue page, du coup, si l'utilisateur ne scrolle pas, vous économisez toutes les requêtes qui sont faites à ces images. C'est une technique parmi tant d'autres pour faire moins de requêtes. Je peux citer aussi la concaténation. Vous avez 10 fichiers JavaScript, on va en faire 2 et on a mécaniquement économisé 8 requêtes. Pourquoi c'est important d'économiser des requêtes? Parce que je vous parlais de longueur des tuyaux. Plus on fait de requêtes et plus on doit faire des allers-retours dans ce tuyau. Et un aller-retour, ça prend énormément de temps, particulièrement sur mobile. Sur mobile, un aller-retour, c'est 150 millisecondes quand on est en 3G. La valeur basse, plutôt 300 millisecondes en moyenne. Donc ça prend du temps. Donc moins on fait de requêtes et mieux c'est. Donc ça, c'est un effet sur la bande passante. C'est un effet sur le poids de la page. Donc là, c'est un exemple d'un client. On est passé de 4 secondes à 13 secondes. On a divisé par 2 le poids de la page. On a fait moins 20% sur le nombre de requêtes. Et puis on peut le mesurer ça. On peut le mesurer sur la bande passante. Ceux qui connaissent reconnaîtront un graphique d'un de nos confrères qui montre la bande passante d'un grand site média. Et puis, à un moment donné, on a branché Fasterize et on a divisé par 2, voire par 3 en période de pointe, ou voire par 5, 6. Alors, en période de pointe, la bande passante utilisée. Donc, on voit avant, après, on a aplati la courbe.
La troisième chose qu'on fait, c'est on va changer l'ordre de chargement. Pourquoi? Parce que ce qui est important finalement, c'est pas tellement le temps de chargement complet. Ce qu'on veut, c'est avoir une page de peu importe qui charge en 6 secondes, si les premiers éléments arrivent en 1 seconde. Vous préférez ça à une page qui va charger, je ne sais pas, en 5 secondes, 1 seconde a priori plus vite, mais où il va y avoir du blanc pendant 4 secondes. Hein, parce que en fait, vous voulez les éléments tout de suite parce que vous voulez pouvoir interagir avec la page et on veut saisir l'attention de l'utilisateur. Donc pour ça, on va modifier l'ordre de chargement des objets, on va donner la priorité à ce qui est visible par rapport à ce qui ne l'est pas. Donc on va prendre par exemple tout ce qui est JavaScript et puis on va le sortir du flot d'exécution du navigateur et on va donner la priorité aux images et au CSS. On va transformer les images qui ont une certaine surface, vous savez, les gros sliders qui sont en homepage là, on va les transformer en progressive JPEG. C'est quoi du progressive JPEG? C'est des images basse définition qui vont arriver très vite parce qu'elles sont légères. Ensuite, les détails vont arriver. Donc on va remplir la page le plus rapidement possible. Alors comment ça marche? Ben, ça marche plutôt bien puisque ça donne ce genre de choses. Est-ce que ça clique? Voilà. J'adore ce genre de vidéos. J'espère qu'il n'y a personne d'électro-dépôt dans la salle. Donc voilà, des vidéos comme ça, on en a plein. J'adore la remettre. J'adore l'arrêter. Est-ce qu'on peut l'arrêter? À 4-6, parce que nous, on a fini. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai pris un cas qui m'était favorable. Concrètement, et j'ai bientôt fini. Concrètement, je répète, on n'a pas de modification de code, pas de modification d'infrastructure. D'accord? Les étapes, c'est simple. On passe une demi-heure ensemble à remplir une fiche technique. Ça vous demande une demi-heure. Est-ce que vous faites de la géolocalisation? Est-ce que vous avez un site mobile? Bon, voilà. On fait ensuite la configuration avec un mini-audit. On vous livre une version preview. Vous n'avez pas besoin de mettre en prod quoi que ce soit. Il y a une version preview qui permet de voir la version optimisée avant de mettre en prod. Et donc, c'est une recette fonctionnelle, hein, c'est juste vérifier que quand j'achète sur le site Fastorisé, tout va bien. Parce que nous, on a déjà fait le check, mais on peut passer à travers. Et puis, on vous aide à mettre en place le test AB, parce que nous, on y tient. Hein, on aime bien avoir des données. Et puis après, up to you. À vous de faire le branchement. C'est dans vos mains. Vous décidez de rediriger le trafic ou pas chez Fastorise. Il n'y a pas de mode projet, c'est-à-dire qu'on ne va pas mobiliser quelqu'un chez vous pendant 2 semaines pour dire attention, il faut travailler, il faut suivre ce prestataire à la culotte parce qu'il doit me livrer quelque chose. On vous demande globalement une demi-heure au début, 2 heures de recette, éventuellement s'il y a un aller-retour, 2 heures. Et le planning, en général, c'est entre 10 et 15 jours. Pour vous donner une idée, on a un site web sur lequel on peut s'inscrire. Il y a des gens qui fastorisent leur site en 5 minutes. Bien sûr, c'est pas pour tous les sites, hein, puisqu'il y a des sites qui sont plus complexes que d'autres. Il y a des sites qui font beaucoup d'audience, on prend des précautions, donc on les accompagne. Mais voilà, pour dire ça prend pas énormément de temps. On met à disposition un outillage, donc il y a une console de supervision, il y a de la documentation en anglais, en français, il y a une page de statut qui permet de renseigner sur le statut de la plateforme en temps réel, des API, des outils. Bref, on a des outils professionnels pour suivre ça. Et puis, tout ce que je vous ai raconté se trouve dans un livre blanc qu'on vient de sortir, qui est disponible en téléchargement depuis aujourd'hui. Alors j'ai mis le QR code, mais j'y crois pas trop au QR code. Donc j'ai plutôt mis le lien directement, puis je suis allé sur le site. Il y a un lien tout en bas. Ce livre blanc est très complet. Il récapitule 1 an d'expérience client. Pourquoi il faut mesurer, comment il faut mesurer, qu'est-ce qu'il faut mesurer. Pourquoi ça a un impact, etc. Bref, un livre blanc très complet et je vous invite grandement à le télécharger et à le diffuser. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?
il nous reste 1 minute pour une question, si vous le souhaitez. Voilà. Ce serait toujours possible de poursuivre les discussions sur votre stand, je crois. Oui. Pas de problème. Bonjour, Dominique Morel, je fais du management de transition en système d'information. Votre produit permet effectivement de ne pas toucher au code, c'est magnifique, mais on voit qu'en réalité vous faites des tas de transformations. Est-ce que d'une prestation faite chez vous, on peut tirer des enseignements pour améliorer sa programmation? On peut se servir de l'outil pour voir l'impact d'une règle sur le site web. Oui, on pourrait. Mais c'est pas le but. C'est pas le but. Non, alors je n'ai pas raconté pourquoi on a créé Fastorize. On a créé Fastorize parce que moi je faisais du conseil parce que ça me plaisait sur la web perf, et parce que je faisais du conseil auprès de grands groupes pour améliorer les performances de leur site. Et ce que je constatais, c'est que c'était toujours les mêmes règles. Donc je leur disais, voilà, il faut faire de la concaténation, vous en faites pas. Oh, il faut faire ci, ça, etc. Et 2, l'audit, il restait sur un coin de table. Et 2 ans plus tard, il y était encore. Et ça n'avait pas bougé. Et c'est véridique, puisque il y a un grand site de e-commerce pour qui j'ai travaillé. Ce que j'ai préconisé n'est pas appliqué. Donc ma philosophie, elle est simple. Pas d'audit, je branche. Et là, je suis sûr que c'est appliqué. Très bien, merci beaucoup à Stéphane Rio. Je pense qu'on peut l'applaudir et je vous invite à poursuivre les échanges sur son stand.